Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Pauline Léniaud de l'excellent podcast Le Gratin m'a interviewé la semaine dernière. Le Gratin, c'est un podcast sur les entrepreneurs et Pauline voulait m'interroger sur les bonnes pratiques managériales pendant ces temps de crise. On y parle donc des difficultés actuelles rencontrées par les managers et les dirigeants, en particulier la scission des équipes entre ceux qui sont sur site et les autres qui sont soit en télétravail, soit en chômage partiel. On y évoque comment travailler à distance avec des conseils très simples. On parle aussi des processus de communication à mettre en place quand les équipes sont éclatées. On parle de la gestion humaine de la crise, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'annonce du chômage partiel et les questions que vos collaborateurs vont vous poser, auxquelles vous ne pouvez répondre avec certitude. J'ai essayé à chaque fois d'apporter des outils simples et humains pour gérer tout ça. Je vous souhaite une très bonne écoute et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur le forum. J'en reparle en fin de podcast. Bonjour Cédric, bienvenue à nouveau sur Le Gratin. Merci beaucoup, ravi d'être avec toi à nouveau. C'était très sympa la dernière fois. Donc, je pense que ce sera très bien cette fois-là. C'était très sympa. Ouais, c'était tellement bien que tu vois, je me suis dit que j'allais te réinviter rapidement. Comme on en a discuté un peu en off, on est dans une période actuellement très compliquée, donc avec cette épidémie, cette pandémie plutôt de coronavirus. Ouais. Et donc c'est un moment qui est difficile, je pense, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dirigeant, qu'on soit finalement collaborateur, salarié, c'est douloureux pour tout le monde. J'ai reçu, pour ma part, Cédric, pas mal de messages, enfin même énormément de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui souffrent beaucoup de cette situation. Et donc j'étais ravie de pouvoir t'en parler parce que tu es une référence en France sur tout ce qui est management. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent à la fois de devoir travailler à distance, de la gestion humaine, de comment gérer les équipes, de tout ce qui est chômage partiel, etc. En termes de limitation des coûts. Donc si ça te va, j'ai plein de questions pour toi et l'idée c'est de parler de tout ça. Et notamment je voulais commencer par parler des sujets plus simples, on va dire, qui sont le télétravail, qui je pense sont des sujets très chauds pour beaucoup de personnes actuellement. Donc notamment, je voulais te demander de façon très simple si tu peux me donner quelques grands conseils, quelques grands principes peut-être pour manager au mieux des équipes à distance. Tu me disais que toi-même, dans le cadre de tes équipes, en fait, tu vas avoir des personnes qui sont parfois sur site, des personnes qui sont en télétravail, des personnes qui sont un peu partout. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un peu les grands conseils ou les grands principes que tu appliques pour ce travail à distance? Ouais. En fait, quand on commence à travailler à distance, parce que effectivement, c'est ce qu'on observe tous, hein, les choses changent plus vite que prévu. Moi, ça fait longtemps que je pense que le télétravail va se développer en France, puisqu'on est quand même relativement en retard par rapport aux autres pays européens et très en retard par rapport aux US. Hein, c'est 3 fois moins chez nous. Et puis là, c'est les circonstances qui vont nous obliger à accélérer les choses. Et je pense que c'est une opportunité d'apprendre à travailler différemment. Et je pense aussi qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que la crise actuelle nous oblige quelque part à expérimenter de nouvelles manières de travailler. Donc en fait, quand on se met à travailler à distance, qu'est-ce qui change ? La première chose, c'est que on perd une chose qui est très importante, qui est l'interaction naturelle. Moi, j'appelle ça le principe de la machine à café, c'est-à-dire que quand on travaille sur le même site, on se croise tout le temps, on se dit bonjour, on se fait des sourires, on se salue, on s'ajuste en permanence. Donc ça, c'est quand on est en télétravail, c'est fini. La deuxième chose, c'est qu'on perd la supervision, c'est-à-dire que quand on est sur site, on a un manager, le manager n'est pas très loin et donc il a la possibilité, même s'il le montre pas trop, de constater à quelle heure les personnes commencent à travailler, à quelle heure elles terminent, si elles ont l'air plutôt concentrées ou pas. On n'imagine pas au milieu d'un open space quelqu'un qui se mettrait à faire ses courses ou à faire autre chose que ce qu'il est censé faire. Donc c'est la deuxième chose. On perd une partie de la supervision qui existait quand on était sur site. La troisième chose, c'est qu'on se retrouve dans un environnement qui est complètement différent, c'est-à-dire on se retrouve chez soi au lieu d'être au boulot, donc ça change aussi plein de choses. Et puis la dernière chose, c'est que, et ça je l'observe pas mal dans les questions que j'ai moi aussi, c'est qu'on se retrouve avec des équipes qui sont scindées entre les gens qui travaillent de chez eux et les gens qui travaillent pas de chez eux. Donc c'est ça que le manager il va devoir gérer.
Et moi, mon premier conseil, le plus important, c'est que le manager qui va soit se retrouver lui-même en télétravail ou soit dont certaines personnes vont se retrouver en télétravail, il faut qu'il augmente sa quantité de communication volontaire. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait avant de manière automatique, un petit bonjour, 2-3 mots entre deux portes, etc., tout ça, c'est terminé. Et donc, il va devoir acquérir lui-même, qu'il soit en télétravail ou pas, une discipline personnelle qui va être de développer sa communication, de communiquer plus. Et on va se rendre compte qu'en fait, des gens qui étaient super bons en management naturellement sur le site, tu sais, le type qui a toujours été au milieu de ses équipes, qui fait ça naturellement, qui a pas de méthode, etc. Ouais, qui va taper sur le dos, donner un petit bonjour, enfin qui est un peu sur le terrain et qui est vraiment hyper impliqué à titre personnel, quoi. Voilà, et qui le fait surtout, je dirais, de manière presque inconsciente, en fait. Tu sais, les managers un peu intuitifs. Et ben, ces gens-là, le problème qu'ils peuvent avoir, c'est que quand ils se retrouvent avec des gens en télétravail, etc., ils deviennent beaucoup moins bons dans leur management. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est amplifier, en tout cas s'obliger à communiquer de manière beaucoup plus systématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un truc tout simple, tu prends un carnet, tu fais la liste de tes collaborateurs, tu mets des petites cases en face et tu t'obliges à avoir un contact verbal, vocal, c'est-à-dire plutôt téléphone ou vidéoconférence, enfin quoi que ce soit, une fois par jour avec chacun et chacune de tes collaborateurs ou collaboratrices. Et t'insistes sur le fait que ça soit vocal, c'est-à-dire que le mail, etc., ne compte pas. C'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perçoivent, tu vois, le mail comme finalement un contact, et c'est vrai, ou un contact sur Slack ou sur tout outil de messagerie. Mais est-ce que le contact verbal est important pour toi ? Ouais, pour moi, il est indispensable et il faut vraiment viser une fois par jour. Après, ça n'empêche pas de faire des mails, ça n'empêche pas de faire du Slack, etc., etc. Mais c'est quand même un mode de communication qui est différent. Il y a un tas de choses que tu ressens dans la voix de tes collaborateurs dont tu vas pas te rendre compte sur Slack. Et puis un autre truc, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu fais de la communication sortante, comme je viens de le dire, quelque part, tu forces la communication avec ton collaborateur. Alors que si tu es uniquement dans l'envoi de mails, du Slack, etc., quand tu as beaucoup de collaborateurs, tu vas pas te rendre compte que certains ne te répondent pas, tu vois. Oui. Donc, et alors après, il faut être réaliste. Je veux dire, si t'essayes, je dis n'importe quoi, tu as 15 collaborateurs, t'essayes de les avoir dans la journée, et puis il y en a 2, tu tombes sur leur messagerie. Bon, c'est tout, tu coches pas la case, demain tu réessayeras. Par contre, quand tu vois que tu as 3 cases d'affilée où à aucun moment la personne t'a répondu ou t'as réussi à lui parler, là, il faut se dire, il y a peut-être un truc à creuser. Et une question pour toi, en tant que... Là, je ne sais pas si tu parlais en tant que dirigeant ou en tant que manager, mais en gros, j'imagine que tu parlais au titre du manager. Et de la personne avec ses reports directs. Ouais. Si jamais tu as une entreprise, tu vois, avec des managers qui eux-mêmes ont leur propre piou-piou, si je puis dire, tu les formes aussi et tu leur délègues, entre guillemets, ce principe de la même manière pour qu'eux aussi, à leur tour, un peu de manière, tu vois, en échelle, enfin, je veux dire, comme une boule de neige, en gros, puissent eux aussi, une fois par jour, avec leurs collaborateurs, avoir un contact direct pour pas que tu en aies 150 à faire par jour, parce que j'imagine que absolument. En fait, moi, quand je donne des conseils, ce sont des conseils aux managers. Le principe, c'est que je forme des gens qui viennent me voir pour être formés au management. Je forme pas des entreprises, je forme des personnes. Donc, en fait, quand je conseille à un manager de faire ça, je conseille aussi aux dirigeants de faire ça avec ses managers. Ce qui compte, en fait, c'est toujours de regarder les choses du point de vue du collaborateur. Est-ce que chaque collaborateur, chaque jour, a eu un contact avec son manager ? Tu vois, moi, j'inverse les choses. Ouais, bien sûr. Et donc, oui, un dirigeant, faut au moins qu'il ait une fois par jour un contact avec les personnes dont il est directement responsable, c'est-à-dire c'est N-1. Et est-ce que tu aurais des conseils pour pas que ça paraisse un peu bizarre ? Enfin, tu vois, finalement, personne n'a l'habitude de faire du télétravail. En tout cas, peu de personnes ont cette habitude en France, comme tu le disais très bien. Est-ce que tu dirais aux gens, en fait, je vais vous contacter une fois par jour, c'est normal pour qu'on fasse un petit point. Enfin, il faut pas non plus que les gens aient l'impression d'être fliqués, je pense. Là-dessus, quelle communication finalement pour mettre en place cette espèce de 1 à 1 qui est quotidien ? Alors,
Ça, moi, c'est la deuxième chose, c'est la mise en place des 1 à 1, et ça, c'est une fois par semaine pendant une demi-heure. Et ce que je dis, c'est que le télétravail et la crise du coronavirus, c'est votre prétexte idéal pour démarrer un management structuré. C'est-à-dire que si vous aviez besoin d'un prétexte, vous l'avez là. C'est-à-dire que avec la crise qu'on a, personne va s'étonner que vous ayez envie de communiquer plus. Et donc, moi, je prendrais pas de précautions particulières. Je dirais, c'est la crise, on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de communiquer plus. Je vais vous appeler, répondez-moi, vous pourrez me dire ce que vous voulez. C'est pas du flicage, c'est simplement un échange une fois par jour pour voir si tout se passe bien. En fait, moi, j'inverse un peu les choses, c'est-à-dire que je me dis que cette crise qu'on est en train de connaître, elle va nous permettre de mettre dans nos entreprises des usages de manière beaucoup plus facile que si on n'était pas en temps de crise. Donc moi, je retourne le truc. En fait, pour moi, la crise du coronavirus, c'est clairement un test pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tout va bien, on est tous bons. Quand ça va pas, c'est là qu'on voit qui est bon et qui est moins bon. Et moi, je peux pas m'en empêcher, en tant que manager, de dirigeant d'entreprise, je regarde comment réagissent mes managers. Je vois ceux qui craquent, je vois ceux qui s'organisent très vite, je vois ceux qui partent dans des délires à trouver des explications sur tout, à râler sur le gouvernement, etc. Je leur fais du feedback, j'essaye de leur expliquer que c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Mais clairement, en tant que manager, vous êtes là un peu sous la loupe parce que la manière dont ça va se passer, ça dépend de vous. Et donc, c'est une opportunité en or, cette crise, de devenir meilleur. Complètement. Et alors, du coup, tu disais donc pas besoin de les prévenir ou quoi que ce soit. Non. Tu leur parles régulièrement, finalement, un peu de tout et de rien une fois par jour, mais tu maintiens, en plus de ça, le fameux 1 à 1 dont on avait parlé dans le premier épisode, donc qui est un rendez-vous un petit peu plus structuré, ou d'ailleurs tu le mets en place, comme tu l'expliquais à l'instant, si jamais ce n'était pas déjà le cas, c'est-à-dire 30 minutes un petit peu plus formelles, pour le coup, qui est vraiment dédié. Alors, on ne va pas revenir sur l'intégralité du 1 à 1, mais notamment pas mal sur le feedback. C'est clair. Et alors, c'est ça qui est intéressant dans la crise qui est en train de se passer, c'est que tu peux mettre tes 1 à 1 et c'est parfaitement justifié. Tu vas pouvoir expliquer qu'en temps de crise, on a besoin de communiquer plus et donc tu vas les mettre en place. Et en sortie de crise, qu'on espère la plus rapide possible, tu les enlèveras pas. Parce que tout le monde se sera rendu compte que c'était un outil indispensable. Donc tu vois, juste pour revenir sur la communication, puis on parle du feedback juste après. La communication, pour moi, un contact téléphonique par jour, 1 à 1 par semaine. Et puis, il y a un truc qu'on a mis en place chez nous, et je vois qu'il y a pas mal d'autres entreprises. J'ai vu sur le forum Outils du Manager que pas mal de personnes en parlaient. On a fait une espèce de... comment on appelait ça, une machine à café virtuelle. C'est-à-dire que tous les jours, je crois c'est entre 9h15 et 9h30, c'est à cette heure-là qu'on l'a mis chez nous, tout le monde peut se connecter sur une plateforme Jitsi, Zoom, enfin peu importe le logiciel qu'on utilise, et on se fait juste un petit coucou, et c'est un truc visuel et vocal en même temps, on n'est pas obligé d'y être, en fait comme une machine à café. D'accord, et tu le fais pas sur WhatsApp, pour toi c'est ou sur Slack, ou comme ça, il faut que... Je trouve que, je veux dire, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut pas trop communiquer en ce moment. On peut mal communiquer, je vais en parler après si tu veux, mais on peut pas trop communiquer. C'est-à-dire que si tu as un Slack, tu le gardes, si tu as un WhatsApp, tu le gardes, mais ce truc-là en plus, c'est juste une occasion de plus de partager des choses et de rapprocher les gens. Parce qu'en fait, comme tu te retrouves avec des équipes scindées, il y en a qui sont sur site, donc un peu plus exposés que les autres. Il y en a qui sont confinés avec du travail, il y en a qui sont confinés sans travail. Donc ça va créer, et c'est fatal, des scissions entre les personnes. Tu vois, le cas typique, c'est ton équipe logistique. Je le sais parce que j'ai discuté sur le forum avec une personne qui est responsable d'un service logistique. Les gens de la logistique dans son entreprise, ils avaient déjà le sentiment d'être un peu les laissés pour compte de l'activité, parce qu'ils ont une activité moins intellectuelle que les gens des bureaux, ils sont moins au chaud que les gens du bureau, etc., etc. Lui, il se retrouve dans une situation où les gens du bureau sont même plus là, ils sont chez eux, et les gens de la logistique sont les plus exposés. Et il dit, pour les motiver, c'est compliqué. Parce que toutes les petites tensions qui existaient sont en train de s'exacerber. Bien sûr. Donc, plus tu mets de la com, plus tu mets des occasions de contact et d'échange entre les personnes, plus tu recrées de la cohésion, en fait, à l'intérieur de l'entreprise. Par contre, l'histoire de la caméra virtuelle, il n'y a rien d'obligatoire. C'est comme une machine à café. Il n'y a personne qui est obligé d'aller boire un café. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu as de la com qui est systématique, le 1 à 1, obligatoire. Tu as de la com qui est
informel et où juste le manager doit faire en sorte que il a un contact, c'est le contact une fois par semaine dont je parlais tout à l'heure. Puis tu as des choses complètement informelles, c'est la caméra café, enfin c'est pas la caméra café, mais Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. le café virtuel, le Slack, etc., etc. Et je Tu me répète, parlais. les, Ouais, les pardon. choses pour qu'elles soient comprises, hein, on dit traditionnellement, elles doivent être répétées 7 fois. Donc, faut vraiment pas avoir peur en tant que manager de trop communiquer. Moi, j'ai jamais eu une seule personne qui m'ait dit «Oh, moi j'en ai marre, mon manager communique trop». Non, en général, on communique pas assez. Mm, mm. Non, mais c'est clairement en cette période un excellent conseil, c'est clair. Tu me parlais tout à l'heure, je trouvais ça intéressant du fait que le télétravail notamment, mais cette situation révèle finalement les forces peut-être et les faiblesses de chacun. Et notamment, bah voilà, tu peux moins aller surveiller tel ou tel employé et donc t'assurer qu'il bosse bien. Et Exactement. donc il y en a certains probablement qui sont hyper épanouis dans le télétravail, ils sont encore plus efficaces, ils arrivent à avancer comme des fous, et à l'inverse, il y en a pour lesquels je pense que c'est difficile. Oui. Est-ce que tu aurais des principes là aussi ou des outils d'aide à la productivité pour le télétravail, peut-être mettre en place des routines, enfin essayer de guider justement ceux que en tant que manager tu aurais besoin d'aider parce qu'ils galèrent et que franchement c'est pas leur truc et que c'est pas évident pour eux? C'est sûr. Alors, en fait, voilà ce que je pense. En fait, en tant que manager, la première chose, donc je te disais, c'est développer la communication. La deuxième chose, c'est d'avoir une discipline personnelle plus rigoureuse que d'habitude et demander à tes collaborateurs de l'avoir eux aussi. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les 4 points qui changent, j'avais évoqué, il n'y a plus de supervision. Donc ça veut dire que tes collaborateurs, ils sont laissés eux-mêmes. Hein. Je veux dire, s'ils n'ont pas envie de bosser, ils bossent pas. Et puis, ils sont dans un environnement non professionnel, c'est-à-dire se retrouvent chez eux, avec les enfants, enfin, avec toutes les choses dont on parle régulièrement sur les réseaux en ce moment. Donc, les principes de base, déjà, c'est de s'habiller comme si on allait au travail. Je le dis, hein, ça paraît bête. C'est bête, mais c'est hyper, Voilà. c'est important, quoi. Si t'es en slip devant ton ordinateur, t'es plutôt moins conditionné pour travailler si d'habitude tu te mets en costard. Se lever aux heures de bureau, c'est-à-dire garder son rythme avec un début et une fin à nos journées. Ça, c'est important parce que il va y avoir 2 cas. Il y a les gens qui vont complètement se laisser aller, qui vont perdre toute leur productivité parce qu'ils vont y aller. Et il y a des gens, à l'inverse, ils vont faire un burn-out parce que ce sera du travail no limit. Hein. En télétravail, on voit les deux. Ouais. Et donc, clairement, quand tu démarres ta journée, c'est intéressant d'écrire dans ton plan de journée ce que tu vas faire dans ta journée. Et ça, c'est intéressant parce que si tu peux garder cette habitude-là une fois qu'on ne sera plus dans les conditions du coronavirus, c'est une excellente habitude. Compartimenter son temps, c'est-à-dire se dire, tiens, là, donc je démarre à 8h, de 8h à 8h15, je fais mon plan de journée. Ensuite, je vais appeler mes collaborateurs. Voilà la liste, c'est de 8h30 jusqu'à 8h30 ou jusqu'à 9h, et ainsi de suite, en se ménageant des pauses, etc., etc. C'est-à-dire de beaucoup plus structurer sa journée. Et donc, ça veut dire que tu remplis ton agenda tous les jours. Ça aussi, c'est une habitude en télétravail qui est importante, c'est de noter ce qu'on fait dans son agenda. Ça paraît bête, mais au moins, ça montre à ceux qui sont sur le site qu'on travaille. Ils voient que les créneaux sont occupés. Parce que dès qu'on est loin, il y a un tas de choses. Les gens s'imaginent un tas de choses. Bien sûr. Soigner son environnement de travail, hein, je disais, c'est-à-dire que essayer tant que possible d'être dans une pièce à part, avec les horaires de ton travail sur la porte, évidemment aménagé si jamais tu es obligé de garder tes enfants, etc. Mais en tout cas, quand tu es en communication, etc., avoir un casque et un micro pour t'isoler. Et puis, donc ça, c'est tous les jours, c'est vraiment la base. Et puis, ce qui est intéressant, c'est en fin de semaine, faire un petit bilan de ce qu'on a fait dans la semaine. C'est très facile à partir du moment où tu as noté ce que tu avais prévu de faire chaque jour et l'envoyer à ton manager. Moi, ce que je conseille aux managers, c'est de mettre en place un petit outil que j'appelle le 15-5 et de demander à leurs collaborateurs, c'est un truc qui s'écrit en 15 minutes et qui se lit en 5 minutes, chaque semaine, demander aux collaborateurs quelles sont les tâches, les 5 tâches importantes que j'ai fait cette semaine, quelles sont les news que j'ai envie de donner à mon manager et quelles sont les 5 tâches importantes que je prévois la semaine prochaine. Ça paraît bête, mais
Non, vas-y. En fait, on se rend pas compte. Quand on est sur le même site, tout ça, ça se fait un peu de manière informelle. Et le fait d'être séparé, ça va obliger à formaliser les choses. Et c'est des bonnes habitudes, parce que par la suite, si tu gardes ces habitudes-là, tu vas apprendre à faire confiance à tes collaborateurs. Et pour que tu puisses leur faire confiance, il faut que tu sois sûr qu'ils ont que eux, de leur côté, ils aient de la discipline. Oui, bien sûr. Non, mais c'est hyper juste comme conseil. Et là-dessus, juste pour préciser, notamment au niveau, au-delà du 15-5, cette histoire de planning que je trouve vraiment très intéressante et j'avoue que moi je la fais un peu naturellement, mais je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait partent un peu en vrille et qui sont laissés tu vois, à eux-mêmes, parce qu'en fait ils se disent, enfin, trop de liberté, tu vois, finalement, ou trop de choix, tu le choix, trop de liberté, tu la liberté, parce que finalement les gens commencent à se dire qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais me focaliser, etc. Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce planning? Donc, c'est-à-dire que vraiment, concrètement, heure par heure, tu vas réfléchir à l'avance à ton planning de la journée en te ménageant des buffers, des moments de pause, où il faut que ça reste finalement assez large, où tu vas dire aujourd'hui, je travaille sur ces 3 points-là en particulier, et il ne faut pas que j'oublie de parler à mes collaborateurs. Enfin, quel est le niveau finalement de précision dans lequel tu vas rentrer pour ce planning? Le minimum vital, je pense, c'est les 3 choses importantes que je veux réaliser dans ma journée. Pour moi, ça, c'est vraiment le minimum vital. C'est-à-dire avoir simplement une feuille avec les 3 choses importantes que tu dois terminer aujourd'hui. C'est vraiment le minimum. Et puis, si tu as terminé de faire ces 3 choses à midi, ça veut dire que l'après-midi, c'est du bonus. Maintenant, quand tu es en télétravail, tu peux être, je dirais, tu contrôles mieux ton temps. En fait, tu as plus la capacité à contrôler ton temps que si tu étais sur le site, parce que tu vas avoir, si tu t'organises bien, moins d'interruptions. Donc, tu peux être un peu plus formaliste. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir ce petit rituel du matin d'un quart d'heure où je prépare ce que je vais faire dans la journée. Je sélectionne les 3 travaux que j'ai absolument envie de terminer aujourd'hui. Et ensuite, dans mon agenda, je regarde mes contraintes. C'est-à-dire que, à un moment, je vais devoir aller manger. Il y a un moment, j'ai des réunions avec d'autres personnes, donc ça, je maîtrise pas. Et je regarde mon agenda. Il me reste du temps disponible. Ce temps disponible, je regarde s'il est capable d'absorber les 3 choses que je m'étais fixées. Si jamais c'est pas possible, c'est pas grave. J'en retiens 2, je les mets dans mon agenda. Et surtout, ce qui est extrêmement important, tu as employé le mot buffer, il faut que votre agenda il respire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des respirations à l'intérieur, parce que vous allez avoir des coups de fil à passer, parce que vous allez devoir vous reposer, et surtout parce que vous allez devoir vous aménager des transitions entre vos activités. C'est-à-dire que quand on est en télétravail, on a le risque de rester 5 heures d'affilée assis à sa table tous les jours. Et ça, c'est pas bon. Il faut se lever, il faut sortir, il faut ouvrir la fenêtre, respirer, etc., etc. Donc voilà, moi, j'irai pas beaucoup plus loin que ça. Ensuite, les types de créneaux horaires que tu peux te réserver dans ta journée, t'as ton rituel du matin, t'as toutes tes petites routines de maintenance. Par exemple, relever tes mails. Moi, je conseille de pas relever ces mails au fur et à mesure où ils arrivent. Je conseille de bloquer dans la journée 3 moments où on regarde ses mails, où on vide sa boîte mail. Il y a tous les rendez-vous avec les personnes, c'est le 3e type. Et puis, il y a tous les rendez-vous avec toi-même. Et là, ça peut être de l'auto-formation, ça peut être travailler sur tes projets personnels, ou simplement, ça peut être prendre du recul par rapport à ton activité et prévoir ce que tu vas faire demain, etc., etc. C'est aussi l'occasion de s'auto-former, d'ailleurs, le fait d'être chez soi avec moins de travail. Il y a plein de choses disponibles partout sur Internet pour évoluer, par exemple, sur la manière de s'organiser. Il y a plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Non, mais et puis en plus, au-delà de ça, enfin, ce qu'on n'a pas évoqué, mais ce qui est vrai, c'est que si jamais tu es bien organisé, comme tu le recommandes, au final, le télétravail peut être hyper productif. Je pense que beaucoup de gens ont peur de ça, mais la réalité, c'est que, moi, je sais, il m'arrive de temps en temps d'avoir des journées de télétravail, mais je sais que je serais incapable d'être aussi productive au boulot, parce que quand je suis au bureau, je veux dire, parce que je me fais pas interrompre, parce que je suis vraiment à 100% dans ce que je suis en train de faire. Alors, c'est pas facile de le faire dans la durée, mais on gagne un temps fou déjà en termes de transport. Enfin, il y a quand même tout un certain nombre de choses qui peuvent faire que le télétravail peut être aussi presque une bénédiction, finalement, qui permet d'avancer, en tout cas sur des sujets de fond. Donc, il faut quand même le dire. C'est sûr. Moi,
mon expérience personnelle rejoint la tienne, c'est-à-dire que à un moment, j'ai décidé de plus être dans mon entreprise tous les jours pour de multiples raisons, mais entre autres parce que ça me permettait de mieux compartimenter mon temps et que j'étais beaucoup plus efficace de cette manière-là, et que quand j'étais sur le site, j'étais beaucoup plus à l'écoute des gens, beaucoup plus à leur disposition, puisque en fait, le travail que j'avais à faire au niveau personnel, je l'avais fait hors site. Et je me souviens que j'en avais discuté à l'époque avec un consultant qui me disait, bah moi je compare le dirigeant au feu. Le feu, il éclaire les gens, il leur montre la direction, il les réchauffe quand ils en ont besoin, mais il peut aussi les brûler. Ce qu'il disait, c'est qu'un dirigeant qui est omniprésent et tout le temps sur place et tout le temps à discuter avec tout le monde, en fait, il empêche ses collaborateurs d'être autonomes. Donc, réellement, le fait d'alterner du télétravail et du travail sur place, moi, c'est ce que je conseille en général aux dirigeants, crise ou pas crise d'ailleurs. Donc ouais, c'est une opportunité vraiment de travailler mieux. Après, tu parles des temps de transport. Sur le forum d'outils du manager, j'ai mis à disposition un petit tableau Excel où les gens peuvent rentrer à peu près le nombre de kilomètres moyens qu'ils font par an et le nombre d'heures que ça représente. Et en fait, on voit plein de gens quand même qui passent la moitié d'un plein temps, au volant de leur voiture. Et aujourd'hui, prendre ta voiture, c'est le risque, et là je parle pas du coronavirus, c'est quand même le risque le plus important que tu puisses prendre à titre personnel dans les sociétés, je dirais dans nos sociétés. C'est une perte de temps énorme. Voilà, il y a des gains de productivité à faire en se déplaçant moins, c'est clair. Si on parle maintenant un petit peu plus de l'aspect humain de cette crise au niveau des RH, quoi, je voulais aborder des sujets peut-être plus difficiles, mais qui sont tous les points qui concernent la baisse de l'activité, la baisse du CA que beaucoup d'entre nous connaissons, et du coup le corollaire, la limitation des coûts, le chômage technique potentiel, etc. Ouais. Et la gestion humaine de tous ces phénomènes qui sont très difficiles à gérer, évidemment. Mm-hmm. Concrètement, au-delà de la décision à prendre pour le dirigeant, comment est-ce que quand tu as une décision difficile, typiquement, il va falloir limiter les coûts, ou je dois vous dire que notre chiffre d'affaires il fait moins 80%, ou je dois prendre la décision encore plus difficile de faire passer une grosse partie de l'équipe, si ce n'est toute partie de l'équipe, en chômage partiel technique. Mm-hmm. Comment est-ce que tu annonces ça à tes collaborateurs ? Est-ce que tu aurais une méthode, des conseils pour des personnes qui se sentent un peu seules et démunies pour ne pas à la fois faire peur et en même temps créer, tu vois, je pense un état d'esprit aussi d'entraide dans une situation qui est quand même très très anxiogène. En fait, c'est plus difficile à faire si tu n'as pas mis en place un système de management où tu as régulièrement des contacts avec chaque personne. Je pense que si tu faisais des points régulièrement avec tes collaborateurs, etc., ils l'ont senti arriver, c'est beaucoup moins difficile, c'est-à-dire c'est moins un choc ou un traumatisme au moment où tu l'annonces, c'est la première chose. Je pense que c'est plus simple à gérer que si c'était une raison, si c'était le marché qui avait un problème. Finalement, tout le monde comprend. Quoi. Voilà, je pense que les gens, ils ont un niveau de compréhension qui est quand même beaucoup bien meilleur que si les médias n'en parlaient pas tous les jours. Là, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, peut-être je me trompe, mais c'est que franchement, les collaborateurs, ils sont hyper briefés, voire ils sont paniqués. Parce que le gouvernement a communiqué de la bonne manière de ce côté-là. C'est-à-dire que personne n'ignore que les entreprises vont être en difficulté, que c'est un challenge pour le pays entier, etc., etc. Donc ça, je pense que ça facilite les choses. Maintenant, ce que je crois, moi, c'est déjà, à la base, il faut communiquer très fort, à nouveau, et régulièrement sur les performances de l'entreprise. C'est-à-dire que, clairement, si les gens ont conscience d'un indicateur, par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise, et qu'ils voient que le chiffre d'affaires petit à petit diminue au fur et à mesure qu'on avance dans la crise, moi c'est le cas pour l'une de mes entreprises, ils savent très bien qu'à un moment, il va y avoir du chômage partiel, etc., etc. Et donc, là où il va falloir mettre l'accent, c'est... Alors, moi, vraiment, je vais démarrer par quelque chose qu'il faut absolument pas faire si on est manager, parce que c'est ce que j'observe. Et là, il faut vraiment, vraiment, en tant que dirigeant ou en tant que manager, intervenir tout de suite si vous avez un manager dans votre boutique qui fait ça. Il faut arrêter tout ce qui est élucubration, tout ce qui est supposition,
et tout ce qui est critique sur la manière dont le gouvernement gère la crise. C'est-à-dire, Oui, tu veux dire tout le discours ambiant autour de ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé, ça, qui est en fait une perte de temps totale. c'est ultra anxiogène. Et quand on a un manager qui parle comme ça, pour les collaborateurs, c'est terrible. Parce que ça, ils l'entendent toute la journée. Et en tant que manager, on a un rôle. C'est-à-dire que, que ce soit en temps de crise ou pas, on n'est pas manager comme on est dans la vie. C'est pas vrai. Les gens qui croient qu'ils vont pouvoir manager les gens comme ils parlent à leurs copains et leurs familles, c'est naïf et ils vont se planter. Quand on est manager, ça veut dire qu'on adopte un jeu, entre guillemets, de comportement de manager. Et en l'occurrence, quand il y a une crise, le premier comportement à avoir, c'est ne pas s'engager dans toutes ces discussions ou ne pas générer toutes ces discussions sur les suppositions, les élucubrations ou les critiques. Donc, vraiment au niveau communication, un manager, il doit se focaliser sur 2 choses. La première chose, c'est la préservation des personnes et l'application des consignes, que tout le monde connaît mais que peu appliquent, malheureusement. Et la deuxième chose, sur la préservation de l'activité. Ça doit être ces 2 sujets, et dans cet ordre-là d'ailleurs. Dès que ça part, moi là je suis attentif à ça parce que je sais que tout le monde est angoissé et je vois bien que de temps en temps, on est un peu tenté de se dire mais qu'est-ce qui va se passer après, etc., etc. Et moi je coupe. Qu'est-ce que je dis ? Je dis ce qui va se passer après, personne ne le sait. Par contre, voilà ce que dit le gouvernement. Aujourd'hui, on nous dit que les gens qui sont en chômage partiel vont être pris en charge. On nous dit que les entreprises vont être aidées, etc., etc. Ça c'est vraiment, la première chose à faire, c'est rassurer les gens de ce côté-là. Parce que tout le reste, c'est anxiogène et en plus, ça sert strictement à personne ni à rien. Sûr. Et puis en plus, là où non seulement je te rejoins, mais en plus c'est intéressant parce que c'est des réflexes qu'on peut adopter ensuite dans la vie hors coronavirus. C'est que finalement, tout ce gossiping, cherche le mot en français, mais finalement la critique, on va dire, même d'un autre collaborateur, c'est pas forcément le gouvernement, c'est des schémas en fait qu'il faut absolument évidemment éviter, proscrire, je pense, dans une équipe. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, le rôle du manager, il est clairement d'être exemplaire et de pas accepter en fait ce genre de comportement. En fait, c'est un peu la règle, tu sais, qu'on répète et qu'on dit, c'est que il y a des choses dans la vie qu'on peut changer, et des choses qu'on peut pas changer. Et malheureusement, on passe beaucoup de temps à parler de tout ce qu'on peut pas changer, et on devrait plutôt utiliser ce temps-là à agir sur ce qu'on pourrait changer. Mais c'est un réflexe. Comme en fait, ce qu'on peut pas changer nous agace, on passe du temps dessus, alors que de toute façon. Donc, la première chose, c'est d'être très clair par rapport à ça. Et donc, le discours, en fait, si les gens sont informés de la situation, s'ils savent que ton chiffre d'affaires est en train de baisser, le moment où tu vas aller les voir et leur dire, bon, vous savez, il va falloir faire des choix, et donc on va devoir mettre en place pour une partie du personnel, par exemple du chômage partiel, déjà, ils sont pas idiots, les gens, ils le comprennent mieux. S'ils ont été informés de l'activité de l'entreprise, etc. Ça les surprend pas. Ils savent qu'à un moment, ça va tomber. Et après, dans l'application des choses, il faut être le plus juste possible, c'est-à-dire organiser des roulements quand on peut, etc., etc. Mais c'est pas évident. Et effectivement, ça veut dire que des gens vont se retrouver chez eux sans travail, etc. Et il faut faire très attention à pas les exclure dans nos communications. Tout à l'heure, quand je disais il faut continuer à être en contact avec chaque personne, ça inclut les gens qui sont plus sur le lieu de travail. C'est pas pour leur donner du travail à faire, mais juste pour avoir un petit contact avec eux, savoir comment ça se passe, et leur donner des infos sur leur boîte si jamais il y a une partie du personnel qui continue à travailler. Hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui peuvent se dire du coup ils sont en chômage partiel, je vais les laisser tranquilles, ils ont peut-être autre chose à faire, mais je pense que c'est important de rassurer, de montrer qu'on est toujours une équipe, même si l'équipe elle est un peu scindée quoi. Oui, c'est sûr. Et c'est moins facile effectivement quand on n'est pas sur le même site, et ça dépend beaucoup aussi du mode de communication. Il y a des dirigeants, ils sont très très à l'aise devant toute leur équipe réunie, ils sont moins à l'aise en 1 à 1 avec chaque personne, mais voilà, il faut qu'ils fassent l'effort parce que quand on est avec des équipes scindées, on n'a pas le choix en fait. Une autre question pour toi, Cédric, concernant un peu cette exemplarité du dirigeant, en tout cas du manager. Pour toi, quand les gens sont anxieux, paniquent peut-être, en tout cas que c'est des moments difficiles, est-ce que le rôle du manager, c'est de rassurer, c'est de
de remonter le moral. Enfin, là-dessus, je trouve que c'est pas évident non plus, parce que tu as à la fois envie d'être sincère, d'être honnête, et donc les temps sont durs, il faut l'assumer, mais en même temps, tu as envie d'aider les gens, de les tirer vers le haut, de leur remonter le moral si jamais il est dans les chaussettes. Est-ce que tu as un avis, en fait, sur voilà, ce côté motivationnel ou pas du manager ? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand tu es manager, en fait, t'es pas le copain de tes collaborateurs. Ça, faut être très clair par rapport à ça. Et donc, ton objectif, avant tout, c'est de faire qu'ils soient efficaces sur leur lieu de travail. Je veux dire, je reviens un peu au basique, mais souvent on l'oublie. Et en particulier quand il y a des crises. Et donc, faire preuve d'écoute, etc., c'est nécessaire à condition que ta manière d'écouter, elle soit orientée vers comment je le remets sur les rails. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ils vont avoir besoin de parler, ils vont avoir besoin de se confier, ils vont avoir besoin de donner leurs angoisses. Et moi, quand ils commencent à faire ça, j'essaye pas de nier leurs angoisses. C'est-à-dire que je les laisse le dire. Je les laisse l'exprimer parce qu'ils veulent avant tout que je l'entende. Ensuite, une fois que je l'ai entendu, je leur dis « Ok, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être ta manière de t'en sortir au milieu de ça ? C'est-à-dire que quelles ressources chez toi tu vas pouvoir activer pour t'en sortir ? Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer, etc., etc. Et petit à petit, les remettre sur le chemin de l'action, parce que le monde de l'entreprise, et là je parle des gens qui sont sur le site, etc., c'est le monde de l'action. C'est-à-dire que le problème qu'on a aussi, c'est que quand il y a moins d'activité, on est moins occupé, on a plus de temps pour gamberger, et c'est là que c'est dangereux. Donc, je pense que la remise sur les rails, elle passe par la remise en action. Et puis, si tu te rends compte que tu as des collaborateurs qui réellement ne sont plus capables de travailler, ou et qui ont un risque réel avéré, c'est tout, il faut les arrêter. Hein. Par contre, ça c'est très très clair. Hein. J'ai dit dans cet ordre-là, la première chose c'est de préserver les gens, la deuxième chose c'est de préserver l'activité dans cet ordre-là. Mais effectivement, tu peux pas nier, c'est-à-dire quand quelqu'un te dit mais moi j'ai peur, moi je vais te dire un truc tout bête, j'ai des gens, ils ont peur de mourir, c'est-à-dire que l'angoisse elle est tellement forte et elle est tellement omniprésente que finalement ils sont plus clairvoyants, ils se rendent pas compte qu'en fait eux-mêmes ne sont pas concernés directement, c'est-à-dire où ont très très peu de chance en fait de l'être. Ouais. Et donc il faut laisser s'exprimer ça parce que sinon tu comprends pas pourquoi ils agissent de cette manière-là, pourquoi ils paniquent, pourquoi ils font plein d'erreurs, etc. Si t'as pas cette écoute-là. Par contre, une fois que t'as écouté, ton job de manager, c'est de les remonter, c'est-à-dire effectivement petit à petit discuter avec eux, voir comment on peut faire pour remettre les choses en place, etc., etc. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a cette première phase d'écoute, ça j'entends, et c'est vrai qu'il ne faut pas battre d'un revers de la main, on va dire, quelqu'un qui est anxieux en lui disant « écoute, ça suffit maintenant, t'es pas concerné », enfin, qui peut être aussi un réflexe, je pense, parce que finalement, le dirigeant, le manager, il est lui aussi anxieux, et lui, il a peut-être, en plus d'une peur sanitaire, une peur importante pour le devenir de son entreprise. Donc, on peut, je pense, avoir des comportements un peu plus agressifs dans ce genre de moment. Donc, surtout pas, il faut justement être à l'écoute, comme tu le dis. Mais après, par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu dis, OK, mais comment est-ce qu'on passe à l'action ? Donc ça, c'est ton petit côté D, j'ai compris. Oui. Mais en gros, voilà, il ne faut pas juste se plaindre pendant des heures et rester à parler pour ne rien dire, quoi. Il faut maintenant agir. Oui, c'est ça le job, en fait. Hein. Effectivement, ce que tu dis, il y a beaucoup de dirigeants, en fait, leur réponse par rapport à une crise, et j'en fais partie, et toi probablement aussi, c'est plutôt d'attaquer le truc. C'est-à-dire... tu sais, devant une menace, tu as plusieurs réactions. Tu peux avoir la fuite, tu peux avoir la paralysie ou tu peux avoir le fait d'attaquer. Et un dirigeant, en général, il va essayer d'attaquer le problème, de dire ouais, on va tout de suite trouver des solutions, etc., etc. Et ce genre de tempérament, c'est pas forcément ceux qui sont capables d'écouter très longtemps les angoisses des autres. Et pourtant, faut les entendre quand même. Et en fait, le jeu, c'est de dire, bon, j'écoute, je me force à avoir beaucoup d'empathie avec la personne pour comprendre pourquoi elle réagit comme ça, et c'est en l'écoutant que je vais trouver les petits triggers, les petits points d'appui que je vais utiliser pour remettre la personne sur le rail et la remettre en action, en fait. Et ça, c'est un apprentissage. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément naturel chez tout le monde, l'écoute. Non, c'est sûr. Et puis, surtout quand tu es face à une urgence, on peut devenir assez rapidement impatient, quoi. C'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, si tu as mis depuis longtemps un management en place qui est basé sur la confiance, qui est basé sur l'écoute, etc.,
Ce réflexe, tu l'as en fait, parce que ça fait longtemps que tu pratiques. Si tu fais des 1-1 avec tes collaborateurs depuis 1 an, au moment où la crise arrive, en fait, t'es pas tellement surpris de leurs réactions et tu sais presque à l'avance comment tu vas pouvoir les orienter. Si tu as pas fait ça, en fait, c'est au moment de la crise que tu vas devoir apprendre ça à toute vitesse. Et donc, au début, tu vas faire des gaffes, etc., etc. Mais tu vas apprendre des choses au passage. Je pense que vraiment, cette crise, c'est quelque chose qui va nous permettre de ressortir plus fort et meilleur qu'on ne l'était avant la crise. Comme nos amis anglais disent, a blessing in disguise. Exactement. C'est une bénédiction cachée. Dernière question pour toi, Cédric, c'est par rapport peut-être à, on va dire, l'incertitude quand même que vont avoir des collaborateurs. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, qui disent où est-ce que va aller l'entreprise demain, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer. Donc c'est peut-être lié à cette question de l'anxiété dont on parlait juste avant, mais c'est vrai que pour un manager c'est difficile de répondre parce qu'en fait la réalité c'est qu'on n'en sait rien. Là aussi, qu'est-ce que tu peux te donner comme conseil pour répondre en fait le mieux possible à quelqu'un qui serait soumis en permanence à ces questions de mais qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on en est, face à cette incertitude. En fait, il faut que le manager ait une idée très claire de l'état actuel de la société. Par exemple, est-ce qu'elle a de la trésorerie, est-ce qu'elle en a pas, etc., etc. Et c'est la première chose. C'est-à-dire que la dernière chose à faire, c'est raconter des histoires ou avoir une espèce de réponse vague en disant on s'en sortira toujours. Je pense que, en fait, ce qui fait changer les gens, ce qui nous fait apprendre de nouvelles choses, c'est le principe de réalité. Donc, moi, je suis pas pour que on endorme les gens, qu'on leur raconte des bêtises, etc. C'est-à-dire que on peut tout à fait dire à nos collaborateurs, mais là je vais avoir un discours qui est pas forcément celui que les gens doivent avoir, parce que chaque situation est différente, mais de dire, voilà, moi je suis comme vous, et comme tous les gens dans ce pays, on ne sait pas exactement comment, quand ça va se terminer. Des gens disent 2 semaines, d'autres 1 mois, d'autres 2 mois. En réalité, on ne sait pas. Non, c'est rien. Et donc, la meilleure manière de réagir, c'est de s'appuyer sur nos forces qui sont... Et en fait, à chaque fois que tu es confronté à quelque chose d'inconnu, il faut reconnaître que cette chose-là est inconnue et donc on avance sans savoir, que ça va être un test pour tout le monde. Ça va être un test de solidité de notre société, ça va être un test de solidité de nos dirigeants, de nos managers, etc. Mais que voilà nos atouts aujourd'hui. Nos atouts aujourd'hui, c'est, je dis n'importe quoi, on a encore de la trésorerie, ou bien on a encore des clients qui nous commandent, ou bien on va pouvoir mettre la société en pause parce que on a des garanties qui nous sont données par le gouvernement que les salaires seront compensés, etc. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est se préparer à redémarrer le mieux possible. En fait, quand tu avances dans un avenir incertain, tu peux pas raconter que tu sais la fin de l'histoire. Par contre, tu peux demander aux gens de préparer la suite, de préparer la reprise, etc., etc. Donc, le discours, il doit, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il doit être tourné vers l'action. C'est-à-dire que quand il te pose une question, tu dois tu dois donner ta réponse, c'est-à-dire admettre que t'en sais pas plus que les autres, parce qu'il ne s'agit pas de mentir, donner des pistes de réflexion et un peu retourner la question. Et en général, on est assez surpris. C'est-à-dire que, une fois que... Parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent vers toi et qu'ils te disent ça, ils expriment leur angoisse du lendemain. Bien sûr, mais ils ne cherchent pas de réponse en réalité. En réalité, ils savent très bien que tu n'as pas de réponse. Je veux dire, si tu leur réponds « non, mais ça va s'arranger », alors là, ça les angoisse encore plus. Parce qu'ils disent « mais pourquoi il nous dit ça ? En fait, il nous ment. » Il est inconscient, quoi. Et parfois, et je te parle d'expérience, on est vachement surpris quand on retourne la question en disant, vous savez, la bonne question, en fait, c'est savoir comment on va s'en sortir tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis, qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare pour être prêt une fois que tout ça, ce sera derrière nous. Quand tu dis ça, tu dis déjà qu'à un moment, tout ça, ça va être derrière nous. Donc c'est énorme de leur dire ça. Et c'est la réalité. À un moment, tout ça, ce sera derrière nous. On ne sait pas quand, mais à un moment, tout ça, ce sera derrière nous. Et après, en général, tu es surpris des réactions des gens. C'est-à-dire qu'en général, ils ont des idées que toi, tu n'as pas eues. Ils sont prêts à se mettre en action sur des plans où toi, tu n'avais pas prévu qu'on aille. Et donc, moi, mon expérience, c'est que j'ai souvent été surpris de l'aspect positif des réactions que j'ai eues quand j'ai un peu retourné la question, si tu veux.
Ouais, et que finalement tu responsabilises les gens et que tu leur laisses prendre de la place, quoi. Tu leur laisses décider aussi un peu de leur travail, parce que en plus, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais il y a potentiellement des personnes avec le télétravail qui ont un peu moins de boulot. Finalement, si tu retournes la question comme ça, ils peuvent eux-mêmes générer leurs propres nouvelles idées de travail, de travailler sur le rebond, sur l'après, sur le fond. Ah bah oui, moi je le constate aussi dans ma boîte, c'est-à-dire que les commerciaux qui sont quand même un peu moins occupés, ils sont en train de préparer, ils appellent ça la rentrée, mais ils sont en train de préparer l'après, c'est-à-dire que ils appellent leurs clients et qu'est-ce qu'on va faire quand ce sera. Et t'as une espèce de perception comme ça collective qui est plus positive, c'est-à-dire qui dit bah il va y avoir un après, tu peux inclure tes clients là-dedans, c'est quand même pas mal pour l'image de ta boîte, etc., etc. Et puis subtilement, tu passes quand même un message aux gens qui viennent te voir en disant qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça. En leur renvoyant, tu leur dis aussi, vous savez, c'est aussi un test pour vous. Je suis en train de regarder comment vous réagissez à la crise. Ça m'intéresse de voir ceux qui vont se démarquer des autres, tu vois. Complètement. C'est une opportunité. Dans toute crise, il y a des opportunités. Non, mais c'est sûr. Justement, pour terminer, Cédric, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier message à faire passer, un mot de la fin, je sais pas, quelque chose, une réflexion peut-être justement sur cette histoire d'opportunité malgré la crise, ou plutôt grâce à la crise? Oui, je pense que vraiment, si je m'adresse à des managers, cette crise, c'est l'occasion pour eux de structurer leur management. Qu'est-ce que ça veut dire structurer leur management? Ça veut dire compartimenter leurs activités, distinguer ce qui est de l'ordre du management et de l'ordre de la contribution individuelle, acquérir une discipline personnelle sur l'organisation de leur journée et aussi de l'organisation de leur communication vis-à-vis de leurs collaborateurs. Personne va s'étonner si pendant la crise, vous mettez en place ce que j'appelle des petits rituels de management. Et je peux vous dire que ces rituels de management, ils seront très utiles quand la crise sera passée. Donc vraiment, moi, mon message, c'est ça, c'est que cette crise, elle va vous obliger à être meilleur, à être plus structuré, et c'est surtout ça qui compte. Parce que, bon, on peut envisager le pire, peut-être que votre boîte va cracher, mais ce qui compte, c'est vous, personnellement, comment vous allez sortir de la crise, comment vous allez rebondir derrière, etc. Donc, tirez le meilleur parti de cette expérience intéressante qu'est la crise du coronavirus. Un beau mot de la fin, Cédric, je te remercie 1000 fois. Je vais diffuser, comme tu sais, bientôt l'épisode. Je crois savoir que tu viens justement de sortir une formation, alors qui n'est pas tout à fait liée, mais quand même un peu sur le travail à distance. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots et puis nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on ne te suit pas déjà? Ça s'appelle MAD, Manager à distance. C'est une formation en ligne et qui aborde à la fois les aspects du télétravail et à la fois les aspects du management à distance. Donc, c'est une formation assez complète. C'est une coïncidence qu'elle sorte au moment de la crise. Elle était programmée depuis longtemps, donc j'ai un peu accéléré, on va dire, la finalisation de la formation. Et voilà, ça se fait à distance. Je sais plus, il y a 9 modules qui font une demi-heure chacun et qui permettent de mettre progressivement en place du travail à distance et du management à distance. Il y a le petit guide du travailleur à distance que vous pouvez distribuer à vos collaborateurs. Enfin voilà, il y a un tas de choses, un tas d'outils utiles. Et puis surtout, le principe de cette formation, c'est de dire comment tirer parti du travail à distance pour améliorer votre management. Parce que, je vais citer cette anecdote, j'ai eu ce témoignage plusieurs fois de gens qui me disaient qu'ils avaient une meilleure relation avec leur manager qui était à 700 km qu'avec le manager qu'ils avaient auparavant qui était dans le même bureau. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que tu peux très très bien manager les gens à distance et c'est même une opportunité. Et sinon après, la dernière fois que je suis passé sur ton podcast, j'ai donné mon mail. J'ai été un peu assailli par les questions. J'ai eu du mal à répondre et donc j'ai créé un forum qui a un mode peut-être plus simple et plus collectif d'échange. Donc si je peux me permettre, je vais donner juste l'adresse. Eh ben vas-y, donne l'adresse du forum et comme ça ton mail restera notre petit secret. Non, mais vous pouvez m'envoyer des mails, mais en général, je vais, quand j'ai des questions, j'oriente plutôt les gens vers le forum, donc ça ira plus vite pour tout le monde. Donc c'est forum.outildumanager.com.
Super. Cédric, merci beaucoup pour ta générosité, pour tout ton temps. On te retrouve évidemment sur le site Outils du Manager, messieurs, dames, sur LinkedIn aussi. Et puis, je te souhaite le meilleur dans ce moment très difficile. Oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te reparler bientôt. Sans problème. Bon courage à tout le monde. Et puis, tirez parti de la crise le mieux possible. Carrément. Merci beaucoup, Cédric. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant qu'on se quitte, je voudrais vous parler du forum parce que c'est le meilleur moyen d'échanger avec moi et avec toute la communauté des managers. Donc très très simple pour vous inscrire au forum ou simplement pour le lire, en tout cas sa partie publique. Vous allez sur le site www.outildumanager.com et vous cliquez sur forum. Je vous donne rendez-vous là-bas. Actuellement, je garantis que je réponds à toutes les questions. Ça durera peut-être pas si longtemps que ça. À bientôt. Au revoir.